Alors, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire en dégustant un vin « Ah là, je sens son côté boisé » ou alors « Ah celui-là, c'est sûr, il est passé en fût ». Bon, si c'est le cas, vous vous êtes sûrement demandé, comme moi, mais comment il fait pour savoir ça? Et ça veut dire quoi exactement? Est-ce que c'est bien ou pas? Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit, parce que dans cet épisode, on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un vin boisé ?» Alors, boisé, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, le vin a été en contact avec du bois. Et dans la plupart des cas, des barriques ou des fûts, c'est la même chose. Ce passage peut se produire pendant la fermentation, quand le jus des raisins est en train de devenir du vin. Sous l'action des levures, les sucres se transforment en alcool, ça c'est la fermentation. Ou alors une fois qu'on a déjà du vin, une fois que la fermentation est déjà terminée. Et là, c'est ce qu'on appelle l'élevage. Et ça peut durer des mois, quelques-uns ou beaucoup plus. Ou alors pendant les 2 étapes. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, quelle est la différence entre les blancs et les rouges d'un point de vue du boisé? C'est qu'en général, pour les vins rouges, ça se passe après la fermentation. Donc c'est pendant la partie de l'élevage. La fermentation se passe en cuve, puis on passe le vin dans des fûts, dans des barriques. Soit pour les vins blancs, la fermentation se fait directement dans les barriques. Il y a d'autres contenants possibles. Il y a des cuves en inox, en béton, il y a des amphores, en terre cuite, en grès, en verre même parfois, avec des formes différentes. Il y a des cuves ovoïdes qui permettent au lit de fermentation de se répartir sans qu'on ait à y toucher. Voilà. Il y a tout un tas de méthodes très intéressantes dans différents contenants autres que le bois plus traditionnel. Et les plus courants quand même, c'est les cuves en inox ou alors le bois. Donc si on se restreint à ces 2 types de contenants-là, quelles sont les différences entre les deux qui peuvent derrière impacter le vin? Alors il y a une histoire de porosité qui est vraiment importante. Il y a dans le contenant en chêne, peu importe sa taille, ça peut être différentes tailles. En tout cas, il y a une sorte de micro-oxygénation qui se produit à travers les pores du bois. Alors vraiment micro, on appelle vraiment ça de la micro-oxygénation parce que c'est pas une vraie respiration. Il faut du temps pour qu'il y ait un échange entre l'intérieur et l'extérieur du contenant. Donc, ça, c'est très différent par rapport aux cuves en inox ou en béton, par exemple, qui sont complètement hermétiques. Donc là, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, et c'est même ce qui est souhaité dans ce type d'élevage ou de vinification. Cet échange entre l'air et le vin modifie un peu la structure. En fait, ça assouplit les tanins dans le cas des vins rouges et apporte des arômes, de la complexité dans le cas des vins rouges et des vins blancs. En fait, ce qui est intéressant aussi, et selon le choix du vigneron ou de la vigneronne, c'est que les cuves, par exemple, vont préserver le fruit lui-même, le raisin, son goût, la transparence du terroir à travers le fruit. C'est vrai qu'avec la notion de boisé, ça va faire une couche d'arômes supplémentaires, sans parler du fait que ça assouplit, etc. Mais d'un point de vue olfactif, ça va aussi apporter autre chose. Tu parlais de taille justement à l'instant. Parfois c'est vrai qu'on voit des barriques plutôt de taille classique, habituelle, j'ai envie de dire ce qu'on s'imagine habituellement. Et des fois, si on va en Alsace par exemple, là on voit vraiment des énormes fûts qu'on appelle d'ailleurs foudres. Pourquoi cette différence? Est-ce que ça a un impact aussi sur le vin? Oui, ça a un impact même assez important. En fait, il y a un ratio boisé-vin. Les grands foudres qu'on trouve en Alsace, c'est juste des contenants. Finalement, ils sont en général vieux. On peut en racheter des plus neufs de temps en temps pour renouveler un petit peu le parc de foudre. Mais voilà, ce sont plutôt des contenants et c'est assez alsacien, comme tu disais. Dans d'autres régions, on utilise, tu vois, à Bordeaux par exemple, on utilise des barriques, on appelle ça barriques de 225 litres, alors qu'en Bourgogne, on appelle ça des pièces et elles font 228 litres. Donc il y a des petites différences comme ça. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on trouve des contenants plus grands, on appelle ça des demi-muits ou vraiment des plus grands contenants de 400 litres, 500 litres. Ça permet d'avoir un meilleur ratio entre le fruit, entre ce qu'on aime retrouver dans le fruit et le bois qui est du coup un petit peu moins marquant sur la structure du vin et sur la gamme aromatique aussi.
Parce qu'en fait, on a moins de surface de bois en contact avec une plus grande quantité de vin. C'est exactement Donc, c'est ça. Plus c'est petit, plus ça marque Exactement. le vin. C'est une histoire de ratio. Tout comme l'âge des fûts a une influence aussi sur l'aspect gustatif et olfactif. Un fût tout neuf va avoir beaucoup plus d'intensité aromatique qu'un fût qui a déjà élevé un vin, 2 vins, 3 vins, 5 vins, 10 vins, 50 vins comme en Alsace, comme tu disais tout à l'heure, évidemment. Du coup, ça se perd un petit peu et le bois ne sert plus que de contenant, même si de temps en temps, on en renouvelle une partie. Donc, sur une même cuvée, on peut avoir un fût neuf, 2 fûts d'un vin, 2 fûts de 3 vins, etc. Ça permet de lisser un petit peu le profil comme ça, une fois tout remis ensemble, avant la mise en bouteille. Donc on a peut-être un peu moins d'arôme, mais est-ce qu'il y a toujours cette micro-oxygénation sur des vieux fûts ? Tout à fait. Ça, les pores ne se bougent pas très facilement. Mais c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, ça n'apporte vraiment plus rien. Plus, c'est quand même assez difficile de garder une très bonne hygiène à l'intérieur des fûts. Il peut se glisser des petites bactéries qui viennent apporter des petites déviances au vin. Donc, c'est important qu'elles soient renouvelées quand même assez fréquemment. Et alors, il y a d'autres paramètres aussi qui entrent en jeu au niveau du fût ? Mais oui, tout à fait. Par exemple, pour préparer un fût, les tonneliers demandent aux producteurs quel genre de fût ils ont envie d'avoir par rapport à leur vin de telle parcelle ou de telle autre. On ne demande pas forcément exactement la même intensité de chauffe. En fait, quand on prépare un fût, on brûle l'intérieur pour donner ces notes finales qui seront un peu plus grillées, un petit peu plus épicées, avec des notes parfois de cacao, souvent de vanille. Donc ça, c'est important d'avoir cette très bonne relation et les tonneliers, ils rendent visite aux vignerons avec lesquels ils travaillent pour goûter ce qu'a fait la chauffe demandée par rapport au vin produit. Il y a une relation un peu de confiance et souvent les producteurs travaillent avec plusieurs tonneliers parce que justement ils n'ont pas exactement la même approche et c'est des ajustements un peu au millimètre pour correspondre pile poil à ce qu'on cherche à obtenir pour mettre en valeur le terroir le mieux possible. En fait, c'est ça le but final. Et est-ce qu'on peut jouer aussi sur les essences d'arbres alors ? Absolument. En France, on a beaucoup de forêts. Alors ça date de l'époque de Colbert qui a planté ce sont des vieilles forêts. Il n'y a pas de pénurie. On se pose souvent la question. Mais ce sont des chênes d'une espèce particulière et qui sont même exportés dans le monde entier pour produire des vins de grande qualité. Après, il y a des forêts qui sont encore plus prisées que d'autres. La forêt de Tronchet, par exemple. Mais on peut aussi trouver du chêne des Vosges, du chêne de l'Allier, de différentes provenances, mais également des chênes qui viennent d'autres pays. Par exemple, le chêne américain ne donne pas du tout les mêmes arômes, même les mêmes qualités gustatives que le chêne français, mais il y a du chêne hongrois, voilà. Et on peut même utiliser, plutôt pour les vins blancs, du bois d'acacia, qui donne des saveurs un petit peu particulières. Donc ça, c'est le type de contenant, avec les caractéristiques qui peuvent beaucoup jouer donc sur le vin, comme tu viens de le dire. Et après, il y a quand même aussi le vigneron qui contrôle l'ensemble. Tu as dit, il choisit le degré de chauffe, l'essence, l'âge, etc. Mais il y a d'autres étapes aussi de la vinification sur lesquelles il peut jouer en parallèle, sans peut-être entrer trop dans le détail. Oui, bien sûr. C'est des choix qui sont finalement très personnels. On peut imaginer, sur une parcelle de vigne, de se dire, j'en mets la moitié dans une cuve en inox et l'autre moitié dans un fût d'un vin, comme je disais tout à l'heure, 2 fûts, etc., de plusieurs âges différents, ou bien 100% de fût neuf. Et une fois la fermentation terminée, parce que dans les vins blancs, on peut fermenter directement le jus de raisin dans les barriques, et ensuite on réassemble le tout pour faire en sorte que le bois ne soit pas trop marqué et qu'il y ait une sorte d'homogénéité et de juste sentir des petites subtilités de bois et pas forcément que ce soit trop marqué au détriment de l'âme du vin et de son terroir. Et alors, est-ce qu'il y a des appellations ou des types de cépages ou des pays dans lesquels on fait quasiment tout le temps que de l'élevage ou de la vinification en fût, ou au contraire pas du tout ? Est-ce que c'est classifié aussi un peu comme ça ? Un petit peu, oui. Par exemple, le chardonnay, c'est un cépage on peut dire, qui aime le bois. En fait, il est pas trop marqué en arôme. Du coup, on peut jouer un petit peu avec ça, avec ces composantes supplémentaires qui vont justement lui donner plus de caractéristiques. Et c'est d'ailleurs comme
ça qu'on vinifie les vins, sauf à Chablis, hein, parce que là on privilégie le côté pur, précis, tranchant du raisin pur sur son terroir extrêmement marqué par la minéralité, mais le reste des vins de Bourgogne sont tous, quasiment tous, fermentés en fût de chêne. Ça c'est pour les blancs. Pour les vins rouges par exemple, disons que c'est plus adapté en rouge aux vins de garde finalement, parce que ça apporte, à la fois ça lisse un peu les tanins, mais ça en apporte des nouveaux, parce qu'il y en a dans le bois. Donc c'est plutôt réservé quand même à des vins un peu puissants, à des vins de garde, par exemple les vins du Médoc, ces vins un peu solides, un peu costauds, sont souvent élevés en fût de chêne. La Syrah est un cépage qui adore le fût de chêne, ça lui correspond hyper bien. Mais à l'inverse, le Grenache, pas du tout. C'est un cépage plus oxydatif, donc ça risquerait de le faire basculer du mauvais côté. Donc voilà, c'est quand même un peu du cas par cas. Mais certains vins puissants, plutôt haut de gamme, sont élevés en fût de chêne, voire fermentés, puis élevés en fût de chêne pour les blancs. Oui, donc ça a l'air de coûter cher quand même de faire vieillir ces vins ou d'élever ces vins en fût de chêne. Ah ouais, absolument. Il faut intégrer ça au coût de production, hein. Un fût de chêne neuf, ça coûte 650, 700, 750 €. Et dedans, ça ne contient que l'équivalent de 300 bouteilles de vin à peu près. Donc voilà, faut se dire qu'un vin vieilli en fût de chêne neuf, par exemple, ça coûte forcément beaucoup plus cher à la bouteille que si le chêne est vieux ou en cuve, ou s'il n'y a pas de chêne du tout. Ah oui, tout à fait. Et il y a des alternatives un peu moins onéreuses ? Oui, vous en avez sûrement déjà entendu parler. On peut utiliser des copeaux de chêne. En fait, c'est une sorte de poudre, un peu comme du thé dans des gros sachets, des copeaux de chêne qu'on met dans les cuves au moment de la fermentation et qui permettent de lisser un petit peu. Certaines régions qui produisent des vins qui sont un petit peu difficiles au départ, donc en ajoutant un petit peu de copeaux, ça donne une certaine rondeur, sucrosité, on peut dire, qui gomme un petit peu des tanins qui pourraient être un petit peu trop astringents. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des staves, ce sont des espèces de planches de chêne, parfois de très belle provenance, hein, qu'on planche dans les cuves et qu'on peut enlever quand le vin a été suffisamment marqué par des arômes. Alors c'est surtout pour le côté aromatique et moins pour le côté oxygénation, bien sûr. Et alors, dernière question, maintenant qu'on sait tout ça, est-ce qu'un vin vinifié ou élevé en fût sera forcément meilleur qu'un autre qui n'est pas vinifié ou élevé en fût ? Bon, alors là, ça... Non, je te dis tout de suite non, parce que ça dépend de plein de choses. Finalement, le bois modifie la structure et les arômes du vin. Ça, j'ai bien expliqué. Donc, sa personnalité, pas forcément améliorée par ça. C'est un peu différent aussi parce que tous les cépages ou les appellations ne s'y prêtent pas. Je vais donner l'exemple de Chablis, mais il y en a plein d'autres. Le but du bois, c'est pas de venir écraser les arômes ou remplacer des arômes qui ne seraient pas là. Voilà, faut pas trop jouer avec ça, ni que ça serve de maquillage. Ça, c'est vraiment important. Et puis quand même, si le bois est trop marqué, eh bien, on sent moins le terroir. Effectivement, l'idée, c'est pas de l'écraser, au contraire, ce serait vraiment dommage. Mais c'est vrai que dans ces vins dont je parlais tout à l'heure, les grands vins du Médoc, les grandes appellations bourguignonnes, les Châteauneuf-du-Pape, tous ces vins pour lesquels on utilise le bois, en fait, ce sont des vins de garde. Donc, une fois le vieillissement abouti, finalement, le bois va se fondre, le terroir va revenir. Donc, c'est un peu à la patience qu'on va retrouver ce qu'on cherche vraiment dans ce genre de vin. Donc, c'est un peu win-win pour les vins de garde, on va dire. Voilà. Et puis, ça dépend aussi de l'envie du vigneron et du type de vin qu'il a envie de produire, forcément. Il y a des vignerons qui détestent cette impression de boisé. Il y en a d'autres pour qui ça ne viendrait même pas à l'idée de ne pas vinifier comme ça ou de ne pas élever les vins autres que dans du bois, parce que ça se fait comme ça, c'est traditionnel et que autrement, ils perdraient leur âme. Donc voilà. Bon, donc comme quoi, un vin boisé n'est pas forcément meilleur qu'un même vin non boisé. En fait, tout dépend de ce que le vigneron recherche, de ce que le consommateur aussi recherche, et si le bois vient ou non sublimer les caractéristiques du vin ou du cépage selon tous les paramètres que tu nous as expliqués. Tu nous as aussi parlé de vin de garde, et dans le prochain épisode, on parlera justement de vin de garde pour tenter de répondre à la question « Faut-il vraiment garder son vin 15 ans avant de le boire ?» Grande question. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest, et si vous avez envie de passer la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site www.3x20.com où vous retrouverez nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.